Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Margot Pavan, cofondatrice et directrice artistique de la marque de bijoux Or du Monde. Comment tracer l'or et les diamants ? Pourquoi utiliser de l'or recyclé ? Et qu'en est-il du savoir-faire joaillier français ? Avec Margot, nous avons parlé de l'or recyclé, de l'importance de se rendre sur le terrain pour vérifier les conditions d'extraction des diamants et s'assurer de leur traçabilité. Nous avons aussi parlé des diamants de laboratoire, de l'énergie utilisée pour les fabriquer, et vous l'entendrez, cette problématique ressemble fortement à ce qu'on peut voir dans le textile. Et enfin, nous avons évoqué la perte des savoir-faire et des ateliers de joaillerie français, encore une fois, comme pour la mode. Merci à Or du Monde de soutenir Nouveau Modèle et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Margot. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans vos bureaux. On va rentrer dans le vif du sujet pour cette première question. À quel moment tu as pris conscience des dérives environnementales, des dérives sociales de l'industrie joaillière ? En fait, c'est en m'informant, je pense, sur les dérives environnementales et sociales du monde que j'ai pris conscience que malheureusement, le domaine de la joaillerie n'y échappait pas. En me penchant en fait sur l'écocide qui est en cours en forêt amazonienne, et grâce aux remontées d'informations et au travail juste incroyable de certaines ONG, j'ai découvert une réalité qui est horrible, avec la déforestation sauvage et même légale en ce moment au Brésil, avec la perte des habitats et des espaces de vie des espèces sauvages, avec des tribus qui sont dépossédées de leurs terres ancestrales et avec l'extraction d'or. Et pour parler de l'extraction d'or, imagine-toi que pour extraire une bague, on va devoir miner plus de 5 tonnes de minerais. En fait, l'or, il est contenu dans la roche en toutes petites particules. Pour le séparer de la roche, on va utiliser du cyanure et du mercure pour l'amalgamer et l'extraire de la roche. Et puis on va nettoyer tout ça avec plus de 1500 litres d'eau. Donc les mines, elles sont situées la plupart du temps en plein cœur de la forêt amazonienne. Personne ne prend la peine de récupérer ces déchets et ils sont déversés souvent directement dans la rivière. Ces déchets sont extrêmement toxiques, c'est du mercure et du cyanure. Ils contaminent les rivières, ils contaminent ceux qui y vivent, ils contaminent ceux qui les mangent, ils contaminent les nappes phréatiques et la boucle est bouclée. Et d'ailleurs, il y a un Googler, c'est un time-lapse qui est absolument horrible, de la mine de Huepetue qui est au Pérou et qui est accolée à une réserve naturelle qui est la réserve de Madre de Dio et qui montre en fait la destruction des sols vu de l'espace. Et c'est juste affreux, enfin c'est vraiment horrible. Et en fait, ce que tu vois pas vu de l'espace, il y a qu'un voyage sur place qui te permet de le découvrir. Et je te jure que ça te vaccine à jamais d'utiliser de l'or nouvellement extrait. Ouais. Tu es allée sur place ou... Ouais. Ok. T'es allée où exactement ? Je suis allée justement à côté de... D'accord, sur cette mine-là, quoi. Exactement, ouais. Ok. Et alors, ce que t'as vu, c'était pire que ce que t'avais vu sur le time-lapse ? En fait, le time-lapse, c'est super impressionnant parce que tu le vois de l'espace en accéléré et du coup, tu vois vraiment la destruction totale du site, quoi. Mais oui, c'est horrible aussi parce que la façon dont travaillent les gens sur place, les mineurs, c'est épouvantable. Il n'y a absolument aucune norme de sécurité. Ils sont les pieds dans l'eau. Ils sont donc du coup en contact direct avec le mercure et le cyanure. Enfin, c'est vraiment horrible et super flippant. Ouais. Et c'était quand ? Ça, c'était en 2014, je pense. Ok, d'accord. Et quel rapport tu entretiens avec les bijoux, justement, avec cette industrie et comment il a évolué ? J'imagine, au fur et à mesure de tes découvertes, ça a peut-être changé. Comment tout ça a évolué Moi, j'ai grandi avec le bijou, donc le bijou, c'est une espèce de Madeleine de Proust. Pour moi, ça me ramène directement à l'enfance, à ma mère qui portait, et qui porte d'ailleurs toujours, mais beaucoup de bijoux. Et c'est marrant parce que, en fait,
que ce soit des bijoux en toc ou des bijoux de joaillerie, pour moi, c'était exactement pareil. J'ai grandi, j'ai beaucoup traîné dans les ateliers de joaillerie, j'ai découvert la beauté de ce métier, j'ai découvert des artisans qui étaient capables, à partir de rien, de créer des objets d'art, de les modeler, de les façonner, la beauté du geste, la capacité aussi à transmettre ce savoir-faire aux jeunes apprentis que je trouve très, très, très beau. Et puis j'ai découvert en fait la vraie différence entre un bijou en toc et un bijou de joaillerie, c'est que le bijou de joaillerie, il va t'accompagner toute ta vie. Moi, mes bijoux aujourd'hui, c'est des marqueurs de moments heureux, ils cristallisent des souvenirs, des émotions, et je trouve génial de me dire que je vais moi aussi les transmettre, ces bijoux, à ma famille, et qu'ils vont faire perdurer encore ces souvenirs, cette histoire. Oui, c'est vrai que c'est souvent le cas. On offre des bijoux pour des moments un peu marquants dans nos vies, donc et après on peut les transmettre. Donc l'histoire est assez jolie derrière le bijou. Enfin, quand on achète des bijoux de vrai en or, pas en toc, quoi. Mais Hors du monde, c'est une aventure familiale. Donc tu travailles avec tes parents, avec ton frère. Déjà, c'est comment de travailler en famille, et surtout, c'était un choix volontaire de rejoindre l'aventure familiale, de la créer ensemble. Comment ça s'est passé ? En vrai, c'était plutôt un peu un hasard. Moi, j'étais à une période de ma vie un peu perdue parce que je travaillais pour des assurances, des banques, et je me levais le matin en me demandant un peu pourquoi faire. En plus, j'étais en prise de conscience très forte des problèmes liés à l'écologie, enfin au climat, au changement climatique, et du coup je suis arrivée un soir à un dîner de famille et j'ai posé la question, j'ai mis sur la table la pollution très importante qui est liée à l'extraction de l'or, et puis les pratiques hyper néfastes de la joaillerie. Et en fait mes parents étaient très conscients de tout ça, et ils cautionnaient pas du tout ça, et ils avaient fait en sorte de leur côté de travailler de façon plus responsable, mais en secret un peu, sans le dire. Et donc je dis mais pourquoi vous en parlez pas ? Et ils m'ont dit, en fait, l'or recyclé, aux oreilles des clients, ça sonne comme de l'or de seconde main, de l'or de mauvaise qualité. Et du coup, on préfère pas trop en parler. Moi, je me suis dit qu'au contraire, il fallait en parler, qu'il fallait montrer aux gens que, le monde de la joaillerie, c'était pas ce qu'ils pensaient, que c'était pas ces images qu'on nous vend sur papier glacé, et qu'on pouvait le faire différemment, qu'on pouvait inventer la joaillerie, la créer d'une façon différente, plus responsable. Ce soir-là, on s'est dit qu'on pourrait le faire ensemble, et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a appris à travailler ensemble, tous les quatre, à se connaître professionnellement. Moi, perso, ça m'a énormément fait évoluer, énormément appris, beaucoup enrichi. On travaille vraiment dans la confiance. Après, c'est pas facile tous les jours, et c'est clair qu'on fait beaucoup moins de dîners de famille depuis qu'on travaille tous les quatre, quoi. Oui, j'imagine que séparer le professionnel du personnel quand on travaille en famille, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Non, pas du tout. Je me doute. Donc, pour préparer cette interview, je suis allée sur votre site, évidemment, et donc on peut lire que l'histoire hors du monde a débuté il y a 40 ans avec la rencontre de tes parents. Sauf qu'à cette époque, les questions éthiques, environnementales autour de l'industrie joaillière étaient inexistantes. Enfin, de façon générale, on en parlait très peu. Peu de personnes avaient conscience de tous ces enjeux-là. Tu dis que toi, tes parents ont travaillé un peu en secret pour essayer de faire différemment. Mais comment ils ont pris conscience, il y a 40 ans, de tous ces enjeux-là ? En fait, mes parents, ils ont énormément voyagé, ils ont vraiment parcouru le monde, et je crois que c'est un mélange de hasard et de curiosité qui les a conduits à découvrir la réalité de l'industrie de la joaillerie. C'est sûr que dans les années 80, la question de l'écologie se posait pas du tout en ces termes, et si on était un peu penché sur la question, on était immédiatement un espèce d'éco-terroriste. C'est ça. Ou hippie. Ou hippie, oui, tout à fait. Mais en même temps, je pense que quand tu t'aperçois que les pierres que tu sertis sur tes bijoux, ils sont extraits par des enfants dans des conditions qui sont dignes de Germinal, ou que l'or qui te sert finalement à façonner et à fabriquer tes bijoux, il est extrait avec du cyanure, avec du mercure, qui est déversé dans des rivières qui grouillent de vie sauvage. En fait, je pense que t'as pas besoin d'être un éco-terroriste pour refuser de travailler comme ça et de vouloir faire les choses différemment et de façon plus responsable, clairement.
Après aussi, je pense que voilà, dans les années 80, c'était plus difficile d'en parler, c'était plus difficile de faire entendre sa voix. Aujourd'hui, on peut filmer, on peut enregistrer les gens, on a Internet, on a des ONG, c'est très facile de s'informer. Et je pense que c'est ce qui participe aujourd'hui à cette prise de conscience collective du problème climatique et écologique. Bien sûr, oui, c'est vrai que l'accès à l'information est plus simple et que tout le monde s'empare de ces sujets. Alors de façon authentique et de façon un peu plus dans le greenwashing, mais en tout cas tout le monde en parle, quoi. Ouais, tout à fait. J'aimerais bien qu'on détaille un petit peu vos processus de sourcing, de création, que ça soit pour le diamant ou pour l'or. On va commencer avec le diamant. Vous dites que vous avez un sourcing très strict et que seuls 0,1% des diamants mondiaux correspondent aux critères hors du monde de provenance et de qualité. C'est vraiment un minuscule pourcentage. Pourquoi ? Enfin, comment vous expliquez ça ? Du coup, comment vous sourcez vos diamants ? En fait, si tu te rends là dans une joaillerie et que tu poses la question à savoir d'où viennent les diamants qui sont proposés, on va te répondre de façon assez confuse et assez gênée que c'est une information qu'on peut pas donner ou qu'on connaît pas, qu'on peut pas connaître. Et c'est un peu vrai pour certains cas, c'est-à-dire que en fait la raison de cette omerta, c'est que 35% de la production de diamants mondiale est détenue par une seule et même entreprise qui a pas spécialement intérêt finalement à donner cette information parce que ça leur évite d'avoir à ouvrir le débat sur le sujet. Pourtant, à l'ère finalement de la transparence. C'est qui comme entreprise ? C'est De Beers. D'accord, ok. Donc à l'heure de la transparence, à l'heure de la blockchain, c'est hallucinant que ce genre d'informations soit gardée secrète, mais c'est le cas. Sur les 65% de diamants qui restent, en fait, on n'a que 20% qui sont utilisables en joaillerie, puisque les diamants, quand ils se forment, il y a plein de petites impuretés à l'intérieur qu'on appelle les inclusions. Du coup, c'est pas joli, du coup, on peut pas les utiliser en joaillerie. Mais comme le diamant, c'est la pierre la plus dure du monde, on l'utilise pour couper du verre, on l'utilise pour rayer du métal, ou même pour tailler du diamant, d'ailleurs. Sur ces 20% qui restent, nous, comme tu le disais, on a des critères qui sont très stricts en matière de qualité, c'est-à-dire sur les critères de taille, par exemple. On travaille avec des diamants qui sont excellents pour que le diamant vraiment brille de mille feux et que ça scintille à fond et qu'il soit le plus beau possible. Sur les critères de couleur, on travaille avec des diamants qui sont blancs ou blancs exceptionnels. Et sur les critères d'inclusion, donc de pureté, on travaille avec des diamants qui n'ont pas d'impureté visible à l'œil nu, pas d'inclusion visible à l'œil nu. Donc si tu mets tout ça bout à bout, t'arrives à un chiffre de 0,1% des diamants qui correspond à notre cahier des charges en matière de provenance et de qualité. Ok. C'est strict, c'est exigeant. On va parler aussi du sourcing, de la provenance, parce que tu disais, il y a une omerta. C'est vrai que le diamant, c'est complexe. On va essayer de rendre ça le plus compréhensible possible. Donc, vos diamants proviennent des mines de Dominion ou Rio Tinto au Canada, de Desboana au Botswana. Comment vous avez choisi ces mines-là et ces pays-là en particulier ? Alors du coup, ce que tu cites là, ce sont des compagnies minières. Donc c'est les compagnies qui exploitent les mines. Donc par exemple, tu vas avoir Rio Tinto qui exploite Ekati et Diavik au Canada. Tu vas avoir la Debswana qui exploite Jwaneng et Orapa au Botswana, etc., etc. Comment on a choisi ces pays ? En fait, moi, quand j'ai commencé, je me suis rendue à Anvers, qui est la capitale du diamant. J'ai été voir les diamantaires et je leur ai dit, voilà, vous, ce que vous pouvez me donner, l'information de provenance des pierres que vous proposez. Ça les a bien fait rigoler de voir une petite jeune de 27 ans se pointer et poser ces questions. Voilà, on m'a dit que ces informations, je les obtiendrais pas et que ces questions avaient pas d'intérêt. Et qu'on pouvait pas connaître, le pays d'origine des pierres proposées, c'était des lots, blablabla. Du coup, je me suis pas découragée, mais j'ai pris le problème à l'envers. C'est-à-dire que je me suis informée sur les pays producteurs de diamants. J'ai pas trouvé les 4 pays d'un coup, mais le premier que j'ai trouvé, c'est le Botswana, qui est un pays du continent africain, en fait. Une ancienne colonie anglaise qui est située juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Et que les Anglais ont quitté parce qu'il y avait aucune ressource. Donc, quand ils sont partis dans les années 70, le pays comptait 6 km de route, je crois. Aucune infrastructure publique et une population qui était extrêmement pauvre. Mais le président, nouvellement élu du Botswana, lui, il avait une idée en tête pour son pays. Il s'est dit que si on pouvait trouver du diamant en Afrique du Sud, on pourrait probablement en trouver au Botswana. Du coup, il a commandité des géologues, il a trouvé ce qu'il cherchait, il a trouvé une source de diamants à Jwaneng et une deuxième à Orapa. Et comme il était maître de ces ressources, il a pu en faire bon usage pour une fois. Donc en 50 ans, ce pays, qui est quand même classé comme le moins corrompu du continent africain, a développé plus de 10 000 km de routes, des infrastructures, des hôpitaux,
hôpitaux, des écoles dans ces villes, et puis il a pu diversifier son économie, même si aujourd'hui encore le secteur du diamant compte pour 33% dans le PIB du Botswana. Mais le modèle du diamant, il est vertueux au Botswana, et c'est aussi le cas en Russie, c'est aussi le cas en Afrique du Sud et au Canada. Ok. Et donc dans tous ces pays, vous avez pu vérifier que sur place, les gens qui y travaillent sont correctement payés, qu'il n'y a pas d'abus. Exactement. Parce que c'est vrai que la Russie et les droits de l'homme, parfois on se dit bon, c'est pas forcément ce qu'on mettrait en premier, mais en tout cas dans ces mines-là, c'est le cas, quoi. Exactement. Et on a très peu de diamants qui proviennent de Russie, souvent des petites pierres. Du coup, on a trouvé un partenaire avec lequel on travaille. Ouais. La majorité de nos pierres viennent du Botswana et du Canada. Et du Canada. Ok. Donc ça, ce sont les majoritaires. Ok. Il y a le processus de Kimberley aujourd'hui qui existe, qui est là pour certifier grosso modo que les diamants ne proviennent pas de pays en conflit. Enfin voilà, c'est assez large, c'est pas hyper strict, ou en tout cas il y a des façons de le contourner, ce processus de Kimberley. Alors je suis pas une spécialiste, mais j'ai essayé d'en discuter avec quelques invités et ça a l'air d'être assez complexe, mais peut-être qu'on peut revenir dessus. Sur le site, vous expliquez que vous, ce processus, vous ne le trouvez pas suffisant. Pourquoi ? Alors, le processus de Kimberley, c'était à la base une très belle initiative, mais c'est devenu clairement un objet de greenwashing pour le coup. En fait, en 91, la guerre au Sierra Leone éclate. Donc, c'est une guerre horrible, hyper sanglante et très violente et qui va durer 11 ans. Et en fait, l'escalade de la violence, elle est financée par les factions armées par la vente de diamants à bas prix sur les marchés internationaux. Du coup, pour éviter que ça se reproduise et pour rendre plus vertueuse cette industrie du diamant, l'ONG Global Witness, qui avait alerté sur ce trafic, va demander aux Nations Unies un consensus sur le sujet. Donc, à l'image des COP d'aujourd'hui, un petit peu comme d'habitude, le consensus qui est trouvé, il est réduit à son strict minimum, c'est-à-dire qu'il encadre uniquement les diamants qui financent des conflits armés. Donc, ça laisse complètement de côté la question des droits de l'homme, avec, par exemple, ces camps de travail forcés des mineurs de diamants au Zimbabwe. Ça laisse complètement de côté la question environnementale, avec l'exploitation des diamants des fonds marins de Namibie. Ça laisse de côté la contrebande, ça laisse de côté la corruption, ça laisse de côté le blanchiment d'argent, etc. D'ailleurs, l'ONG Global Witness, qui était quand même à la source du projet, le quitte 11 ans plus tard, en 2011, je crois. En 2011, en disant que ça n'a absolument rien changé au problème. Et pourtant, si aujourd'hui tu te rends sur les sites de joaillerie, dès qu'il est question d'éthique, c'est immédiatement le processus de Kimberley qui est invoqué pour se dédouaner. C'est le seul d'ailleurs sur les diamants. Exactement. Ouais. Mais pour autant, aujourd'hui, un diamant du Zimbabwe, un diamant d'Angola, un diamant de Namibie est certifié processus de Kimberley et se retrouve sur les marchés mondiaux, se retrouve sur le marché français, aujourd'hui encore. Et alors, comment... alors, vous avez opté pour aller trouver vos partenaires, mais c'est vrai que même quand on n'est pas sur place, comment on s'assure de la provenance des diamants ? Vous, comment, il y a quoi? Il y a un tampon? Enfin, comment vous êtes sûr que les diamants que vous achetez, vous, proviennent de vos partenaires, qu'il n'y a pas de mélange, qu'il n'y a pas de... Parce qu'on les achète directement aux tailleurs qui travaillent avec les mines qu'on a sélectionnées en amont. Donc, là, nous, on a vraiment une vue complète de la chaîne. Certains intermédiaires, en fait. Exactement. On travaille pas avec des diamantaires. On travaille directement avec les tailleries, quoi. Okay. Donc, on sait quels sont les tailleurs qui travaillent avec les mines. On a été voir les mines en amont et on achète les pierres directement à ces tailleurs. Et ça nous permet vraiment de suivre toute la chaîne et de savoir précisément d'où ils proviennent. Et pour toi, ce serait la seule solution aujourd'hui pour avoir une certaine traçabilité? Je pense que les grands exploitants pourraient donner ces informations et ce serait une très belle solution pour que tout le monde puisse aujourd'hui, sans avoir à faire tout ce travail qui est complexe, avoir la provenance tout simplement des pierres qu'ils achètent. Après, évidemment, ce serait plus compliqué d'en vendre certaines qui viennent de pays qui sont plus borderline, donc je suis pas sûre que ça se fasse tout de suite. Mais oui, au jour d'aujourd'hui, je pense que la meilleure solution, c'est de se donner les moyens de certifier la provenance des diamants en se déplaçant. Et est-ce que légalement, on pourrait, comme le processus de Kimberley, mais avoir quelque chose de beaucoup plus strict et d'obliger à cette transparence? Je sais pas si c'est possible, hein. C'est toujours compliqué quand il y a plusieurs pays qui sont en jeu, plusieurs pays souverains, de les mettre d'accord. On le voit bien d'ailleurs avec le processus de Kimberley. Tout le monde est d'accord sur un point et tout le reste est un petit peu mis de côté. Donc,
C'est compliqué d'obtenir le consensus de chacun. Enfin, Oui, de toute façon, on le voit avec les COP et tout, c'est souvent complexe, quoi. Oui. Le mieux étant, comme d'habitude, d'aller sélectionner soi-même ses partenaires. Oui, je pense que oui. Pour parler de l'or maintenant, donc vous avez opté pour l'or recyclé. Pourquoi ? Il y a un chiffre qui illustre très bien la raison de ce choix, c'est que recycler de l'or, ça émet 95 fois moins d'équivalent CO2 que de l'extraire, et peu importe la façon dont tu l'extrais. On a fait notre bilan carbone en 2020 et on s'est aperçu qu'on avait divisé par 5 notre empreinte par rapport à une joaillerie traditionnelle, et ça juste en recyclant l'or en fait. Parce que l'humanité extrait de l'or depuis la nuit des temps. Pour autant, il existe en quantité finie sur notre planète et les ressources diminuent. Il est toujours plus difficile à extraire, et on a des réserves aujourd'hui d'or déjà extrait qui sont suffisantes pour subvenir aux besoins de l'industrie de la joaillerie pour les 50 prochaines années. Oui, donc ça suffit. C'est quoi l'or recyclé exactement ? L'or recyclé, c'est de ton bijou, tes boucles d'oreilles par exemple. Peut-être c'est de l'or 18 carats. Si c'est le cas, il y a 75% d'or, 25% d'alliage. Souvent, c'est de l'argent et du cuivre. L'or recyclé, on le fond. L'or, fonte et créole. On enlève les 25% d'alliage, donc on revient à de l'or à 100%, à pur, et puis derrière, on recrée un alliage, donc on remet soit de l'argent et du cuivre, soit plus de cuivre pour faire de l'or rose, et on refait un bijou avec. L'or, il se fond à l'infini, sans jamais se dégrader. Tu peux, selon le pourcentage d'or que tu mets, changer ton alliage, et voilà, lui redonner vie à l'infini. Et comment on trace cet or recyclé ? Comment on sait d'où il vient? Qu'est-ce que c'était au départ? Nous, on le sait parce que l'or recyclé qu'on fait, c'est du rachat d'or à nos clients. Donc, d'accord. On sait, du coup, voilà. On sait très souvent. Et pour le reste, parce que c'est pas 100% du rachat de nos clients, pour le reste, c'est de l'or qui est dentaire, pardon, je suis désolée, ça casse le mythe, ou de l'or qui vient de matériel électronique, parce qu'il est beaucoup utilisé pour sa conductivité. Ok. Et ça, ce sont vos artisans, enfin, c'est vous qui le rachetez directement, donc oui. Vous savez exactement. Ok. Exactement. D'accord. Et dans ce cas, puisque vous recyclez, enfin vous utilisez de l'or recyclé, pourquoi pas des diamants recyclés? C'est une très bonne question, et en même temps la réponse n'est pas si intuitive que ça. D'abord, il faut savoir qu'on propose des diamants recyclés chez Or du Monde. On propose aussi des diamants de laboratoire. C'était mon autre question aussi. Ouais, j'accole les deux. Même si il y a un mais. Voilà, mais je vais y revenir à la fin. Souvent, en fait, on compare la pollution qui est liée à l'extraction d'or à la pollution liée à l'extraction du diamant, mais en fait, il faut des produits très toxiques pour l'extraction d'or. Le mercure et le cyanure, on l'a vu. Pour l'extraction du diamant, il n'y en a pas besoin. Ensuite, si tu prends, par exemple, une bague, tu vas avoir à peu près 3 grammes d'or. Si tu sertis un gros diamant dessus, un diamant déjà de 1 carat, t'es à 0,20 grammes. Donc, en fait, l'impact carbone de l'extraction, son poids, il est 15 fois moins important pour une pierre que pour de l'or. Et ensuite, pour le diamant naturel toujours, c'est la Terre qui utilise de façon constante l'énergie de son noyau pour transformer du carbone en diamant. C'est un processus qui est naturel et qui s'arrêtera quand la Terre s'éteindra, alors qu'il n'y a pas de processus de création d'or ailleurs que dans les étoiles. L'or, il existe en quantité finie sur notre planète. Et puis, on voit aussi qu'il y a des pays qui sont très dépendants du secteur du diamant, comme le Botswana, et qui ont une approche très vertueuse de la question. Pour ce qui est du diamant de laboratoire, pour faire un diamant de laboratoire, il va falloir déployer la même énergie que celle de la Terre pour créer un diamant naturel. Donc c'est beaucoup d'énergie. La question, c'est d'où provient cette énergie. Et si cette énergie, finalement, elle provenait de l'extraction du charbon. Voilà. Donc ça pose problème aussi, et tu vois que la question elle est complexe et que la solution elle est pas si simple. Pour ce qui est des diamants recyclés, c'est une belle alternative aussi. Juste nous chez Or du Monde, on se dit que la bague de fiançailles c'est un peu la bague d'une vie, qu'il faut qu'elle soit la plus belle possible. Et comme tu sais, il y a très peu de diamants qui correspondent à nos critères en termes de qualité. D'autant plus que le critère de taille il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on taille les diamants de façon à ce qu'ils scintillent de mille feux, qu'ils soient hyper brillants. C'est pas du tout le cas des tailles anciennes. Donc on a en fait peu de demandes sur le diamant recyclé.
Par contre, on a pas mal de clients qui viennent nous voir avec des diamants de famille, parce que là, voilà, il y a une histoire. Encore une fois, ces pierres cristallisent des souvenirs, des moments de vie qu'on a envie de voir, évoluer avec le temps, quoi. Exactement. Ouais, c'est un peu plus moderne peut-être que sur certains bijoux de famille. Exactement. Qui sont Donc ça, vous pouvez le transformer. Ça, on le fait. Ok. Mais par contre, c'est pas du tout le cas avec un diamant dont on connaît pas l'histoire et dont on connaît pas la façon dont il a été extrait à la base non plus, quoi. Ok, d'accord. Non, mais j'imagine que c'est bien complexe et que cette question d'énergie se retrouve, de toute façon, ça se retrouve aussi dans l'industrie textile sur les machines utilisées pour fabriquer les vêtements. On en parle peu, on met beaucoup en avant, les solutions plus simples, mais c'est vrai que c'est important de se souvenir que, quand il y a de l'énergie consommée, d'où est-ce qu'elle vient? Exactement. Est-ce que c'est de l'énergie renouvelable, d'énergie fossile? Et là, c'est un peu différent. Peut-être petit aparté aussi sur votre site, j'ai lu que depuis le 1er janvier 2016, il n'est plus possible de recycler l'or des particuliers. Pourtant, tu m'as dit que vous utilisez l'or des particuliers. Donc j'ai du mal à comprendre la phrase. Peut-être on l'a mal expliqué aussi, il faudrait que je regarde. Du coup, en fait, depuis 2016, il est plus possible de racheter l'or d'un particulier, de le mettre dans un creuset, de le fondre et de le réutiliser tel que, parce que il se trouve qu'en faisant ça, on échappait aux taxes d'abord, et puis que ça laissait une place de choix au recel d'or. Donc depuis 2016, c'est encadré, très encadré. Du coup, le rachat d'or, il fait l'objet d'un contrat. En conformité avec la loi, mais il est tout à fait possible de racheter l'or des particuliers. Encore une fois, nous, 80% de notre or recyclé vient des particuliers, et les 20% qui restent, je t'ai dit... C'est juste que c'est plus encadré. C'est encadré et ça fait l'objet d'un contrat. Tu peux plus juste faire une espèce de troc, en fait. Parce que dans le temps, il était possible de récupérer l'or et puis, en fait, de le déduire directement de la nouvelle création, mais il n'y avait pas de TVA, il n'y avait pas de rachat d'or à proprement parler. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du label Fairmined ? Mais je pense aussi que le label Fairmined, c'est une super initiative parce que ça permet d'améliorer la vie des exploitations à petite échelle en les formant à une extraction plus propre avec une formation qui est adéquate, ça c'est bien, et puis des normes de sécurité surtout. Après, malheureusement, l'or, ça demande toujours du cyanure et du mercure pour être extrait. Et c'est toujours de plus en plus difficile à extraire et en quantité finie sur la planète, et d'autant que c'est le facteur le plus important dans le bilan environnemental d'une joaillerie. Mais c'est une super solution pour améliorer la vie et les conditions de travail des mineurs. Juste, à mon sens, je pense que malheureusement, ça ne sera pas suffisant à la fin du siècle pour répondre à la question climatique. Ok. Donc, ça peut être une solution temporaire en attendant, et puis de se tourner... En fait, je pense que c'est une très belle solution orientée d'un point de vue social, entre guillemets, puisque c'est vraiment pour les mineurs, pour leurs conditions de travail, pour leur rémunération. Et puis, c'est vraiment dédié à des mines à toute petite échelle. Donc, pour les mineurs, c'est génial. Pour l'environnement, ça change rien, en fait. Ouais, ok. Parce qu'il y a quand même dans le label, il me semble, il y a des normes environnementales sur l'eau recyclée, enfin ce genre de choses, quoi. Tout à fait. Mais je pense que ça sera pas suffisant, et surtout c'est sur des mines à toute petite échelle, c'est des toutes petites mines. Okay. Donc oui, de toute façon, ça répond pas à la demande de malheureusement, non. Oui. Ouais. Il y a beaucoup d'orpaillage illégal aussi. Énormément. Et ça, c'est bien horrible aussi. Ouais. Ça, c'est un peu problématique. Je sais pas dans quelle mesure on peut contrôler ça, d'ailleurs, sur l'or quand on achète un bijou, quand il n'y a pas de label. Quand il n'y a pas, il y a aucun moyen de savoir si ça vient de l'orpaillage illégal ou d'une mine traditionnelle ou. En fait, nous, notre filière de recyclage d'or, elle est auditée et elle est certifiée par le COC, le Chain of Custody du RJC, qui est le Responsible Jewelry Council, et ceux de bout en bout. Mais encore une fois, il n'est pas possible, en fait, vraiment de tracer l'or, puisque l'or n'a pas d'odeur, l'or n'a pas d'origine dans sa structure atomique. Si tu veux, tu peux pas l'analyser et en déduire sa provenance. Donc en fait, oui et non, quoi. Ouais. Je veux dire, hormis l'or recyclé et hormis de l'or labellisé Fairmined, quand t'achètes un bijou comme ça, il y a aucun moyen de savoir si ça vient de l'orpaillage illégal. Pas vraiment, non. Enfin, il y a quand même le RJC qui fait un travail. Mais ça fait partie d'une de mes questions. Enfin, c'est plus ou moins lié au RJC. Parce que c'est Cartier et Kering qui ont lancé l'initiative Watch and Jewelry Initiative 2030, en partenariat justement avec le RJC,
pour respecter les objectifs de développement durable de l'ONU. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative ? Je trouve super que les grands bougent et se bougent. Dommage qu'ils le fassent si tard, par contre. Et je dois dire aussi que j'ai quand même du mal à comprendre comment une structure de 20 personnes comme la nôtre peut faire mieux que des géants comme Cartier et Kering, qui génèrent quand même des revenus qui sont colossaux et qui pourraient, s'ils y mettaient les moyens et s'ils en avaient la volonté, réduire drastiquement leur impact environnemental et la pollution liée à leur activité. Si tu lis notre bilan carbone 2020, tu vas voir que tout ce qu'ils veulent mettre en place, c'est ce qu'on fait déjà depuis 8 ans. Et ils se sont fixés comme objectif 2030. Donc je crois qu'en fait ce qui résume le mieux ma pensée sur le sujet, c'est peut-être ce que disait Greta Thunberg avec son no more blablabla, we're gonna make the change whether they like it or not, quoi, c'est un peu ça. Ok, mais donc le RJC, juste peut-être pour faire un petit, pour expliquer ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de marques qui mettent seulement en avant le RJC, donc qu'est-ce qu'on doit en penser ? Qu'est-ce que c'est en fait le RJC exactement ? Donc le RJC, c'est un organisme qui est indépendant et qui atteste que les règles et les engagements de chacun soient bien respectés. Donc en fait, ça certifie que tu fais bien ce que tu dis que tu fais. Donc c'est-à-dire si tu dis que tu fabriques en France, ça certifie que tu fabriques bien en France. Mais par contre, admettons, tu n'utilises pas d'ordre recyclé, tu ne fais pas attention à la provenance de ces diamants, finalement le RJC, c'est pas quelque chose qui fait que tu es plus éthique ou voilà. D'accord, ça, ils vont pas te taper sur les doigts parce que tu respectes pas un cahier. En fait, il y a pas de cahier des charges. C'est plutôt des best practices. Ouais, voilà. OK. C'est des best practices qui sont conseillées et après t'es audité sur ce que t'as dit que t'allais faire, quoi. D'accord, ok. Et ce que tu mets sur ton site, ensuite ils vérifient exactement. que c'est vraiment ok. Voilà, d'accord, plutôt simple. Et c'est vrai que on dit beaucoup dans l'industrie textile, qu'il y a énormément d'intermédiaires et c'est pour ça que les marques ont du mal à faire mieux. Qu'en est-il du bijou ? Combien il y a d'intermédiaires entre le moment où donc les miniers pour la pierre et le moment où on a le bijou fini? Il y en a quelques-uns aussi, mais après ça dépend. Nous, on a coupé beaucoup d'intermédiaires et c'est justement ce qui nous permet de suivre encore une fois la vie du bijou de A à Z. On dit de la mine à l'écrin sur le site, mais c'est vrai. Voilà, on a les mines, on a les tailleries, et puis directement on a les pierres chez nous. Ils sont fabriqués dans notre atelier. Et ils arrivent directement dans notre boutique. Voilà, donc c'est assez short comme circuit et ça nous permet d'avoir une vue globale sur la vie du bijou et sur sa création et de pouvoir certifier la provenance de nos pierres, le recyclage de notre or et une fabrication d'exception à Paris. Mais sinon, certaines joailleries, on en a beaucoup plus parce que tu vas avoir des diamantaires qui sont entre les tailleurs et finalement les fournisseurs. Tu vas avoir des fabricants donc qui se fournissent auprès des diamantaires, qui eux-mêmes vendent à des bijouteries. Donc voilà, ça fait déjà plus d'intermédiaires et on noie un peu du coup la provenance exacte de chacun des éléments constitutifs du bijou. Ouais. Donc c'est pas que c'est une excuse entendable, mais en tout cas c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'intermédiaires qui rendent cette traçabilité complexe, quoi. Mais je pense que si on veut faire les choses différemment, parce que d'un point de vue éthique, ça nous pose un problème en se regardant dans le miroir, de se dire que peut-être la pierre qu'on propose, elle a été extraite par un enfant de 12 ans dans une mine insalubre. Je pense c'est à soi de bouger et de trouver des solutions pour parer à ces problèmes. Donc je crois pas que ce soit une excuse entendable pour ma part. Vous, Hors du Monde, c'est aussi une fabrication en France, donc ici à Paris, exact. Dans votre atelier. Ouais. Uniquement ici ou il y a d'autres artisans qui travaillent avec vous? On fait tous nos bijoux à Paris. On travaille nos alliances avec la dernière forge parisienne. Donc elles sont forgées, elles sont hyper résistantes, vraiment conçues pour durer toute la vie. Et puis avec des techniques qui sont incroyables, c'est des techniques sans soudure, donc c'est vraiment du forgé avec des molécules qui sont très très serrées, qui sont chauffées très très chaud, très très serrées pour que le métal soit très dur, très résistant. Et puis sinon tous nos autres bijoux à part nos alliances sont fabriqués dans notre atelier parisien. Ok. On en est où des savoir-faire français dans le bijou? Parce que je fais encore un parallèle avec le textile, mais on en a perdu énormément.
Bah c'est pareil, dans le Ok. bijou, voilà, en 50 ans, on a perdu la moitié de nos artisans, la moitié de nos ateliers. Donc c'est très compliqué puisque il y a plus il y a de moins en moins de transmission de savoir-faire aux jeunes apprentis. Du coup, il y a de moins en moins d'ateliers. Et puis surtout, on exporte énormément le savoir-faire joaillier made in France et on importe énormément de bijoux à bas coût qui sont affinés au maximum en poids d'or, histoire de réduire encore les prix publics. Et voilà, on importe tout ça. Donc c'est très étonnant puisque le savoir-faire, en fait, il rayonne à travers le monde. Le savoir-faire joaillier français, il est finalement acheté par les pays extérieurs et on le garde pas en France. Et nous, on importe des bijoux fabriqués en Asie et dans des fabriques déshumanisées. Bref. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, on est très très content d'avoir notre atelier et de pérenniser ce savoir-faire qui est, moi, à mes yeux, hyper précieux. Encore une fois, j'ai grandi dans les ateliers. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Bah évidemment, et donc c'est délocalisé aussi en Asie, comme pour le textile. Ah bah oui, évidemment, parce que la main d'œuvre. C'est le lapsus révélateur. Hein. C'est ça. Ouais. La main d'œuvre est beaucoup plus abordable. Enfin, c'est beaucoup moins cher. Le coût du travail est beaucoup moins cher. Et en plus, voilà, on a tendance, encore une fois, à réduire au maximum les poids d'or, à faire des toutes petites pierres minuscules avec des sertissages un peu médiocres. On n'est pas du tout dans une idée de créer des bijoux qui vont durer. Et qu'on va pouvoir réparer. Il y a certains bijoux de certaines marques de joaillerie qui sont carrément irréparables. C'est-à-dire, on ne peut même pas, à peine on touche à un serti, on le fond, il y a 4 pierres qui tombent, quoi. Donc, c'est triste de voir ça, je trouve. Il y a une prise de conscience sur ça ou pas? Parce que pour le textile, en tout cas, c'est le cas. Je sais pas si pour le bijou, il y a un peu cette prise de conscience. On se dit, oula, attention, on est en train de tout perdre. Faisons en sorte de sauvegarder quand même ces savoir-faire. Alors vous, c'est le cas, mais je veux dire de façon générale, quoi. Mais je pense qu'il y en a une de façon globale sur l'obsolescence programmée, et sur l'idée que voilà, on consommer toujours plus finalement aujourd'hui n'a plus de sens et que mieux vaut investir entre guillemets dans des objets qu'on va garder et qui sont conçus encore une fois pour durer longtemps. Et puis je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aussi puisque nous en fait on existe grâce aux gens qui viennent nous voir. C'est cette communauté de gens finalement qui fait le choix d'un bijou plus transparent et plus pérenne, voilà, qui fait qu'aujourd'hui on existe. Bien sûr. Et peut-être, ça faisait pas partie de ma liste de questions, mais on pourrait peut-être le rajouter sur le jargon qu'on utilise dans l'univers du bijou, parce qu'il y a beaucoup de marques qui jouent avec les mots, parce qu'il y a peu de connaissances en fait. Quand on parle de carats, d'or, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de une grosse méconnaissance parce que c'est complexe. Est-ce que très simplement tu peux nous dire à quoi on doit faire attention quand on va acheter un bijou, voilà, quels sont un peu les mots-clés à repérer, les notions très importantes sur lesquelles on doit être vigilant et vigilante sur le bijou? Mais écoute, je pense que déjà pour acheter un bijou intelligemment, je dirais, en conscience, il y a évidemment le poids d'or. C'est vrai que quand on achète un bijou qui pèse 1 gramme, une bague qui pèse 1 gramme, c'est clair que c'est tout fin. Bien sûr qu'on va la tordre, bien sûr qu'elle va pas durer longtemps, quoi. Donc il faut faire attention au poids d'or. Pour ce qui est du jargon, aujourd'hui on parle plus du caratage pour l'or parce que justement c'était trop confusant avec le caratage du diamant pour les gens. Donc on parle de millième en fait, donc de pourcentage d'or. Donc l'or 18 carats, anciennement appelé 18 carats, c'est de l'or 750 millièmes, ça veut dire qu'il y a 75% d'or dedans. L'or 9 carats, il y a 375 millièmes, donc 37,5% d'or dedans, etc., etc. Donc il y a ça. Il y a évidemment les poinçons qui permettent d'attester du titrage du métal, donc des millièmes d'or. Donc tu vas avoir la tête d'aigle pour le 18 carats, tu vas avoir le trèfle pour le 9 carats. Pour le platine, c'est une tête de chien, donc on peut regarder aussi le poinçon. Tu as un poinçon aussi qui t'indique si le bijou a été fabriqué à l'étranger ou en France. Après, parfois, c'est un peu traître parce que tu peux le fabriquer à l'étranger, le sertir en France et il y a le poinçon français. Donc ça, c'est toujours un peu, c'est comme le textile. C'est toujours un peu traître. D'accord. Donc c'est la dernière transformation Exactement. substantielle sur le bijou. Exact. Si elle est faite en France, c'est labellisé voilà, Made in France. C'est poinçonné. C'est voilà. exactement le même problème que pour le textile. Voilà, okay. Comme d'hab. Et puis, évidemment, sur le diamant, t'as les critères de qualité. Nous, ce qu'on conseille, c'est de vraiment privilégier le critère de taille, dont on parle rarement, mais qui est en fait l'élément le plus important pour que le diamant brille et scintille et qu'il y ait vraiment ce jeu de facettes, de miroir entre les facettes.
Donc moi je conseille. Taille, donc c'est la taille quoi. Alors Enfin, la taille, faut ne pas comprendre avec la forme. C'est-à-dire que t'as la forme du diamant, par exemple, qui va être ronde, et puis t'as sa taille, c'est sur une taille ronde, c'est la taille brillant, donc 57 facettes. Surtout sur les critères de qualité, t'en as 4 sur le diamant. T'as donc la taille, la façon dont il est taillé, t'as la clarté, la couleur et le caratage. Donc le caratage, c'est son poids en fait. Donc sa grosseur, même si à même poids on peut avoir des dimensions différentes, mais c'est son poids. C'est compliqué en fait, j'aperçois. La couleur, donc du blanc complètement transparent au jaune, très jaune. Tu vas avoir la pureté, donc c'est les inclusions qui sont contenues dans la pierre. Il peut être carrément ce qu'on appelle flawless, c'est-à-dire sans inclusion, jusqu'à avoir beaucoup d'inclusions et même des choses qui sont très moches et très visibles. On est piqué, on appelle ça. Et puis enfin, tu as le critère de taille, donc les proportions de la pierre, la façon dont elle est polie et les symétries entre les facettes de la pierre. Donc c'est ce qui lui permet vraiment de scintiller. Et c'est pour moi le critère le plus important dans le choix d'un diamant, surtout sur un diamant qui fait 0,30 carats par exemple, qui est un poids moyen, une dimension moyenne. Finalement, tu verras peu les inclusions, faut avoir un œil quand même assez exercé. Tu verras la couleur, si tu le compares à un diamant très très blanc et qu'il est un petit peu jaune très légèrement, si tu restes des couleurs entre D et H, c'est une échelle qui va de D à Z. Tu restes quand même sur du blanc, mais par contre une belle taille, franchement ça fait vraiment toute la différence et ça se voit vraiment, c'est super important. Donc voilà, ouais, je dirais le poids d'or, les poinçons, le titrage de l'or et les critères du diamant. Ouais. Pour les pierres de couleur, je parlerai de l'intensité de la couleur qui, à mon sens, est le plus important, d'avoir une couleur qui est très profonde, intense. Parfois, c'est même plus important, en l'occurrence, qu'une taille parfaite sur les pierres de couleur. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé des pierres de couleur. Ouais. On a parlé que du sourcing des diamants, mais comment ça se passe chez vous alors, le sourcing des pierres, des autres pierres précieuses? C'est beaucoup plus compliqué et c'est pareil, moi j'ai énormément voyagé dans différents pays, au Sri Lanka, Thaïlande, Birmanie, au Brésil, beaucoup, en Tanzanie, pour aller trouver encore une fois des partenaires miniers qui partagent nos valeurs. Donc c'est très compliqué, c'est vraiment la jungle, mais on en trouve et du coup on a des pierres qui viennent un peu partout, les saphirs encore une fois Sri Lanka, Thaïlande, on a des rubis du Mozambique, on a des émeraudes du Brésil, Topaz Blue London. C'est tellement de pierres. Bah ouais. Donc il a fallu faire quand même pas mal de voyages terrain pour s'assurer de systématiquement. Okay. Je pense que c'est nécessaire tout simplement parce que si on ne voit pas de ses yeux, c'est exactement l'histoire du time-lapse de Google Earth. Voilà, quand tu vas sur place et que tu vois, là c'est vraiment, il y a plus de débat. Ouais, évidemment. Et puis il y a rien de plus fort finalement que d'être témoin de ce genre de choses, parce que on a beau te le raconter quand c'est loin de toi. Exactement. Et c'est humain, je blâme personne. Exactement. Ouais. Plus c'est loin, moins ça te semble réel. Donc il y a qu'en allant sur place qu'on peut prendre conscience de tout ça. Et peut-être sur le vocabulaire, ma dernière question, ce serait sur le plaqué or, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui jouent avec ces mots-là. Alors il y a plaqué or, puis il y a une autre expression en ce moment puis une autre expression en ce moment qui est utilisée qui fait beaucoup plus précieux, alors qu'en fait pas du tout. Faudrait que je la retrouve, mais voilà. Doré alors. Ouais, c'est ça. Doré à leur fin, exactement. Ouais. C'est tout pareil. Le vermeil, le plaqué, doré à leur fin. Ce qu'il faut regarder sur le plaqué, c'est en fait, le plaqué or, c'est quoi? C'est un bijou qu'on trempe dans un bain d'or. Et finalement, le bain d'or, il est plus ou moins, on va le tremper, c'est plus ou moins, la couche d'or, disons, qui est en surface, elle est plus ou moins épaisse. Voilà. Plus elle est épaisse, plus le plaqué, il va résister. Après, moi, j'ai vu des bijoux en plaqué or et j'ai des bijoux en plaqué or parce que l'or, mine de rien, ça a un coût. J'ai des bijoux en plaqué or qui sont méga costauds et qui tiennent très bien. Donc Et ça, comment on repère les bons bijoux plaqué or? C'est en fonction c'est les microns d'or, voilà. Donc c'est plaqué 1 micron d'or, 2 microns d'or, 3 microns d'or, 5 microns d'or. Donc c'est la couche en fait, okay. C'est l'épaisseur de la couche. Plus ces microns seront élevés, exactement. Mieux ce sera. Plus ce sera résistant. Ok. Et le plaqué, ça tient très bien sur des colliers, sur des boucles d'oreilles, un peu moins bien sur des bagues puisqu'on se sert beaucoup de ses mains et voilà, ça a tendance à finalement
À rouiller, enfin pas rouiller, mais la couche Ouais, s'estompe c'est ça, en fait. ouais. Voilà, donc. Et dessous, qu'est-ce que c'est alors? Bah, c'est de l'argent, ça Ouais, peut. d'accord. Ouais. Ok. Ok, très bien. Bah, on va passer aux questions rituelles de fin. Ouais. Te considères-tu comme une personne engagée et pourquoi? Alors, je me considère comme une personne engagée professionnellement parce que je fais en sorte de changer la façon dont on fonctionne, la façon traditionnelle dont fonctionne une joaillerie et de faire les choses différemment. D'ailleurs, je pense que les entreprises ont un vrai rôle à jouer dans le fait d'imaginer une société nouvelle et je pense que c'est nécessaire là dans le siècle qui arrive. Je me considère comme une personne engagée aussi de façon personnelle, en fait comme une consommatrice comme on dit. Voilà, je pense qu'on a vraiment la possibilité aujourd'hui de voter en fait avec sa carte bleue tout simplement en choisissant qui on soutient et qui on finance. Et je me considère comme une personne engagée aussi en tant que mère parce que je suis maman de 2 enfants, de 2 garçons. Et que j'essaye de les éduquer, de les élever, de leur apprendre l'ouverture aux autres, aux cultures, la bienveillance et le respect aussi des autres, des femmes, des garçons. C'est ce que j'allais dire. Ça commence là aussi. Mais je crois que c'est, oui, finalement, c'est là où ça se joue. Absolument, ouais. Ok, c'est chouette. Quand tu entends le mot sororité, tu penses à quoi? Écoute, je pense à la lutte qui a été menée, qui continue d'être menée par des femmes et des hommes pour que les femmes aient plus de liberté, plus de reconnaissance et des droits équivalents à ceux des hommes. On n'y est pas encore, mais c'était le projet. Et après, en même temps, je trouve qu'on est dans une société assez binaire en ce moment, c'est-à-dire qu'on est pour, on est contre, on est féministe ou on l'est pas, et quand on arrive avec des idées un peu autres ou des idées nouvelles, on est systématiquement la personne à abattre. Ça me dérange un peu, j'ai le sentiment qu'on met les gens un petit peu et les causes dans des cases et qu'on les oppose. Et je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense qu'on ferait mieux de travailler en coopération et de s'associer les uns aux autres. Je suis assez d'accord sur cette vision très binaire, mais c'est le cas aussi sur les questions d'écologie où il va y avoir ça c'est bien, ça c'est mal, et on se rend compte que finalement quand on creuse un peu c'est plus complexe que ça et que malheureusement il n'y a pas de solution simple. Exactement. Sinon je crois qu'on avancerait plus vite et que comme on l'a cité sur les diamants de laboratoire, finalement il y a plus de complexité et de subtilité dans les notions quoi. Donc il faut faire attention à cette binarité, je suis assez d'accord. Et quand tu entends le mot écoféminisme, tu penses à quoi? Eh bien justement, le mot écoféminisme, je trouve que c'est top parce que c'est l'association justement des causes, des minorités, des silencieux et que ça permet de donner plus de voix à des questions qui en ont besoin. Je crois qu'en l'occurrence, la question climatique, elle est primordiale là et c'est pour aujourd'hui. La planète brûle. Et c'est vrai littéralement en plus. Littéralement, ouais. Et c'est vrai que moi encore une fois, je suis mère de 2 enfants, je suis inquiète du monde dans lequel ils vont vivre. Comme dit Aurélien Barraud, que j'aime beaucoup, on est en train de transformer la planète en supermarché. Voilà, je sais pas, vivre dans un monde avec des nappes phréatiques complètement polluées, sans eau, avec de l'air pollué, avec plus d'animaux sauvages, plus de terres de liberté qui n'appartiennent à autrui. Je trouve ça hyper flippant. Et comme il dit, je pense qu'on devrait en effet réévaluer notre échelle de valeur, c'est-à-dire est-ce que finalement aujourd'hui passer ses vacances sur un yacht, c'est pas plouc. Est-ce que conduire en SUV et polluer tout le monde, c'est pas plouc. Est-ce que finalement le luxe et la personne qu'on devrait jalouser, c'est pas la personne qui ouvre sa fenêtre le matin et a le plaisir d'entendre des symphonies de chants d'oiseaux, quoi. Ouais. Oui, je pense qu'il faut revoir un peu ce qu'on entend par le mot réussite. Absolument, je suis bien d'accord. Ouais. Quand on avait ces modèles d'entreprises, de mastodontes, on se disait ça c'est la réussite. Finalement, non. Est-ce que c'est pas plein de hors du monde, quoi? Non, mais. Je suis d'accord. Plutôt qu'un énorme mastodonte qui régnerait en maître sur tout ça, quoi. Ouais, clairement. Et alors, la question de fin, toute fin, est-ce que tu as des modèles dans la vie? Moi, j'ai fait 15 ans de danse classique et mon grand modèle, c'est Sylvie Guilhem, qui est une femme
hyper courageuse déjà dans ses choix, qui a quand même quitté sa place d'étoile dans le ballet de l'Opéra de Paris pour pouvoir danser avec plus de chorégraphes et avoir plus de liberté professionnelle. Donc déjà, je trouve ça magnifique. Ensuite, techniquement et artistiquement, c'est une femme absolument incroyable. Je pense la plus grande ballerine du siècle. Et puis, maintenant qu'elle ne danse plus, elle se dédie entièrement à la cause animale. Et je trouve ça aussi très courageux, parce que peu de gens le font. On est souvent ridiculisé quand on défend les animaux. Alors qu'en l'occurrence, ils n'ont pas de voix et sont vraiment traités d'une façon inhumaine, clairement, en ce moment. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et que je trouve très courageuse. Génial. Et écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci à Margot d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.